à peu près pas loin de 180 pages. Et il est aussi extrêmement référencé, hein, avec 590 références. Je pense que c'est un travail qui est vraiment titanesque. Et surtout, on a essayé finalement, au sein de ce guide, de revoir un petit peu le paradigme de la transmission par voie respiratoire, et d'essayer d'adopter une approche de gestion des risques avec des méthodes de gestion des risques afin de pouvoir, on va dire, donner des billes différentes aux hygiénistes pour faire comprendre ce type de risque selon une approche qui est certainement, qui colle certainement un petit peu mieux à la réalité de la chose. Alors, bien entendu, le problème qui s'est posé, c'est que on peut vite tomber dans l'écueil du trop compliqué, dans l'écueil mais les professionnels, voilà, ils n'ont pas bac+10 pour comprendre ces recommandations. Et donc, il faut bien dissocier à travers celles-ci, on va dire, ce que l'hygiéniste a à comprendre finalement de ces recommandations et quel message il doit appliquer, comment il doit les appliquer sur le terrain. Et c'est deux choses qui sont à un niveau différent finalement. Il va y avoir voilà, ce que l'hygiéniste doit retenir de ces mesures, quelle conception il doit avoir finalement de la transmission par voie respiratoire, et ensuite sur le terrain, comment est-ce qu'il va expliquer cela, comment il va faire comprendre et quelle stratégie il va mettre en œuvre pour que ce soit suffisamment simple quand même pour les professionnels, pour que tout le monde s'y retrouve, sans finalement faire une usine à gaz. Donc, finalement, la réflexion, elle s'est organisée autour de cette approche de gestion des risques, plutôt, et d'évaluation de risques. Et donc, trois principaux critères ont été retenus pour évaluer le risque de transmission respiratoire et mettre en place les mesures adaptées. D'une part, c'est la qualité de la ventilation, et notamment une évaluation à l'échelle du service ou du bâtiment, qui peut être conforme ou non à un certain nombre de recommandations. Il va y avoir le pathogène, l'agent pathogène en fonction de sa transmissibilité, de la sévérité des infections, son caractère connu ou inconnu. Et puis également la nature de l'exposition. Et là, on va parler de champ proche versus champ lointain, la durée d'exposition, et puis finalement la quantité d'aérosols générés qui va dépendre. Finalement, ces trois grands facteurs, ces trois facteurs qui vont influencer fortement la transmission par voie respiratoire, et donc il faut prendre en compte, entre guillemets, dans l'équation pour arriver à dégager les mesures les plus pertinentes. Finalement, ce guide, donc, il synthétise 34 recommandations, dont 11 prérequis techniques et rappels de la réglementation et du code du travail. Et ça, c'est assez important, je vais y revenir. Des prérequis sur les masques, et puis ensuite, les précautions complémentaires respiratoires à proprement parler, avec 7 recommandations générales basées sur la matrice proposée. 3 recommandations spécifiques à la tuberculose, une spécifique au BMR, 7 spécifiques aux périodes épidémiques et une concernant la vaccination et l'immunoprophylaxie. Alors, pour mieux comprendre où je vais en venir, et un petit peu désacraliser, entre guillemets, voilà, le guide, on va partir du début, c'est-à-dire de où on en était. C'est vrai que jusque-là, et puis depuis finalement de façon historique, il y avait cette vision dichotomique de la transmission respiratoire qui permettait une certaine simplification du risque pour l'expliquer notamment aux personnes. C'est-à-dire qu'on avait ce distinguo entre transmission à faible portée, voilà, courte portée, on va dire, dans le mètre, quelques mètres, avec ces gouttelettes de pflugueux qui fait une trajectoire balistique qui va retomber rapidement, et cette transmission donc qui a été nommée transmission gouttelette. Et puis la deuxième transmission, alors quand on donne les cours, je pense que
tout le monde fait un peu la même chose. On dit que les gouttelettes vont finalement se condenser, devenir voilà, finalement très petites, comme elles vont perdre leur eau, et puis former ce qu'on appelle des droplets nucléi, et puis ensuite rester en suspension dans l'air parce que ces gouttelettes, elles sont toutes petites. Donc ça, c'est la conception finalement qu'on avait jusque-là. Finalement, la crise Covid, elle nous a montré quoi? Elle nous a montré que, et j'ai envie de dire, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de domaines en hygiène, mais pas que, c'est que finalement, ces deux transmissions qu'on met, et c'est un petit peu l'esprit humain dans des cases différentes, transmission gouttelette ou transmission air, et bien finalement, ces deux transmissions, elles ne sont pas du tout exclusives, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des germes qui peuvent être transmis à la fois par gouttelette ou par l'air, mais ces deux modes de transmission ne sont pas exclusifs. Et pour comprendre que ces modes de transmission ne sont pas exclusifs, il faut avoir à l'esprit que quand on parle, quand on tousse, quand on chante, etc., même quand on respire, on va émettre en permanence des particules avec un continuum de taille. C'est-à-dire qu'on va émettre à la fois des grosses particules qui vont pouvoir être émises à une courte distance, et à la fois on va émettre des particules beaucoup plus fines qui vont être finalement dispersées dans l'environnement. Et puis, ben, plus on va en émettre, plus il va y en avoir, mais ça va être un petit peu modulé par la ventilation qu'il y a dans la pièce. Voilà. Donc là, on voit déjà que ces gouttelettes, ce n'est pas l'un ou l'autre, entre guillemets, c'est les deux. Quand on parle, quand on tousse, on va voilà, émettre ces deux types de gouttelettes, de particules, si je veux utiliser la terminologie du guide. Donc finalement, et ça c'est peut-être un schéma qui est important parce que je trouve qu'il synthétise bien finalement cette conception, c'est qu'on va avoir un risque qui va être lié au champ proche. Donc le champ proche, là, le guide va plutôt être lié aux gouttelettes, si on utilise la terminologie précédente, c'est-à-dire aux particules d'une plus grosse taille et donc avec une transmission beaucoup plus direct via ces grosses gouttelettes. Et puis, en même temps, on va émettre des particules beaucoup plus fines qui vont rester dans l'environnement et qui vont se disperser dans l'air de la pièce. Elles peuvent également sédimenter au bout d'un petit moment sur les surfaces. Et donc, les personnes qui vont être dans ce champ lointain eh ben, peuvent très bien finalement se contaminer. Alors, la quantité finalement de ces particules fines qui vont rester dans l'air de la pièce, hein, dans l'ambiance de la pièce, eh ben, on imagine bien que en permanence, finalement, il va y avoir des différences. Alors bien entendu, par exemple, plus on va être nombreux dans une pièce et plus ben, il va y avoir une émission de particules importante, donc plus il va y avoir de particules dans l'ambiance. Voilà, mais si la ventilation est bonne, bah, finalement, ça va permettre de faire sortir ces particules et donc ça va faire diminuer finalement la quantité de particules dans l'ambiance. Donc on voit que la transmission, elle est voilà, il y a énormément de facteurs qui la sous-tendent. Finalement, on pourrait un petit peu résumer la chose comme ça, c'est-à-dire que il va y avoir finalement un lien entre la distance par rapport à la source et la durée d'exposition. Plus la durée d'exposition va être longue et plus le champ va être proche, ben, finalement, plus le risque va être important. Et puis, ben, dans certains cas, même dans le champ lointain, si l'exposition est longue, eh ben, il peut y avoir quand même un risque qui va être un peu plus augmenté que dans le champ lointain avec une exposition courte. Donc, en fonction de où on se place finalement sur ce diagramme, les mesures à mettre en œuvre vont pouvoir être, entre guillemets, un petit peu différentes. Et donc, ça, c'est intrinsèquement, très étroitement lié finalement à la ventilation, à la filtration, etc.
Néanmoins, de nombreuses incertitudes vont persister par rapport au devenir des particules respiratoires, c'est-à-dire que même au niveau physique, et il y avait plusieurs physiciens dans le groupe de travail, on sait que les mouvements de ces particules au sein de l'air de la pièce vont suivre des trajectoires qui vont dépendre de beaucoup de choses, des bouches de soufflage, de la position, de la reprise, etc., de la composition de l'air, du taux d'humidité, du pathogène qui va être plus ou moins résistant dans l'air. Et donc, pour ça, ça va faire l'objet de recherches. Mais finalement, je pense que là, on a déjà un petit peu brossé les grandes lignes de cette nouvelle conception. Et donc ça, c'est quelque chose à avoir bien compris. Alors au niveau des facteurs liés aux pathogènes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prendre en compte comme facteur? On va prendre en compte les indicateurs épidémiologiques du pathogène, les taux de reproduction, c'est-à-dire quel va être le R0, donc combien finalement de cas secondaires vont être entraînés par un cas index, le taux d'attaque, la dose infectieuse, la concentration du pathogène dans les liquides biologiques, des facteurs liés au pathogène, notamment la nature du pathogène, virus enveloppé ou non, son infectiosité, sa capacité de persistance environnementale, et puis également Allô? des facteurs liés Oui, à l'hôte infecté et à la oui. maladie, avec, voilà, est-ce qu'il y a une transmission individuelle, une contagiosité selon l'évolution de la maladie, l'immunité individuelle, etc. Donc ça, ces facteurs vont être pris en compte dans la détermination du risque de transmission respiratoire, parce que, bien entendu, ben, on va plus ou moins, entre guillemets, redouter une infection en fonction de ces différents facteurs. Alors, désolé, je n'arrive pas à changer. Voilà. Ensuite, on a dit qu'il y avait l'exposition que pouvait avoir le professionnel. Donc ça, l'exposition, il va y avoir bien entendu la durée d'exposition, mais également la nature des soins prodigués et notamment les procédures générant des aérosols. Alors, on a bien vu pendant la crise Covid que la liste des procédures générantes des aérosols était relativement peu claire, hein, la liste qui avait été fournie au départ par le Haut Conseil de la santé publique. Et donc, on a essayé d'actualiser cette liste en fonction de la littérature et puis de distinguer finalement des procédures génératrices d'aérosols à risque élevé et des procédures génératrices d'aérosols à risque modéré. Donc, à risque élevé, il y a l'intubation, les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire, la ventilation manuelle au masque facial, la fibroscopie bronchique, la réalisation d'une trachéotomie ou d'une trachéostomie, l'induction de crachat après aérosol de sérum physiologique hypertonique, l'aérosol thérapie et puis les procédures post-mortem utilisant des appareils rotatifs à grande vitesse. En ce qui concerne les procédures génératrices d'aérosols à risque modéré, on trouve l'extubation, la ventilation non invasive, y compris à circuit ouvert, les aspirations des voies aériennes, les gastroscopies, les procédures de chirurgie dentaire et puis les procédures ORL proximales avec aspiration. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a pu réunir d'après la revue de littérature réalisée. Et puis ensuite, il y a aussi également les facteurs qui vont être liés à l'hôte exposé, notamment le risque individuel de chacune des personnes exposées. Donc, ces micro-organismes, pour essayer finalement de les classer, on les a réunis dans un tableau en essayant d'apprécier différents facteurs. Et ces différents facteurs, donc la biopersistance qui va être appréciée par son maintien d'infectiosité dans l'environnement, également sa transmissibilité et puis sa dangerosité ou sa gravité, qui est appréciée par le type de pathologie. Et finalement, on a, à partir de ces différents facteurs, déterminé une criticité sur la base de la combinaison de ces trois caractéristiques. Criticité qui est finalement un mélange euh, de, euh, de gravité et puis finalement de transmissibilité. Donc ça, c'est assez classique dans une approche de gestion des risques. Voilà, donc ça, on peut le retrouver au niveau de ce tableau. Donc,
on va dire, les différents facteurs ont été évalués en A à C. Donc, persistance environnementale, A, c'est relativement faible, B, c'est plus élevé, et C, c'est encore plus élevé. Et puis, on a déterminé, là, dans l'avant-dernière colonne, une criticité. Donc, criticité A, c'est la criticité, on va dire, la plus faible. Criticité B, c'est intermédiaire, et C, c'est élevé. Et puis, on a gardé cette criticité REB pour les agents épidémiques émergents. Voilà. Alors, bon, comment on peut, puisque bon, vous avez vu, on fait cette approche de gestion des risques. C'est quelque chose dont voilà, les hygiénistes ont certainement un peu plus l'habitude que d'autres professionnels de santé. Et finalement, en faisant ça, donc on a dit c'est une approche qui est certainement, qui reflète certainement mieux la réalité. Par contre, et ça, je pense que personne ne peut le nier, c'est une approche qui est quand même plus compliquée que quelque chose de dichotomique air-gouttelette. Et donc, on va dire, l'écueil et le challenge qui s'est posé, c'est comment on peut faire pour finalement intégrer à la fois un petit peu cette approche de gestion des risques pour que les gens comprennent cette rupture de paradigme et à la fois faire en sorte que ce soit applicable facilement, vers quoi finalement on veut tendre et quelles sont les mesures à mettre en œuvre en priorité. Et en réfléchissant un petit peu, on s'est dit finalement que ce qui était important et peut-être finalement pas encore suffisamment appliqué, comme on l'a vu dans les facteurs tout à l'heure qui influençaient la transmission par voie respiratoire, un des points clés, c'est la ventilation. La ventilation des locaux, ça a été un peu le parent pauvre pendant la crise Covid et avant, hein, parce que finalement, la ventilation des pièces faisait jamais l'objet de suivi ou de quoi que ce soit. Donc, la ventilation, voilà, toutes, on va dire, des caractéristiques qui vont être un petit peu collectives en termes architectural, voilà, en termes d'environnement, et puis également en termes de respect des précautions standards d'hygiène. On sait que les précautions standards d'hygiène, si elles sont déjà suffisamment bien mises en œuvre avec une compliance suffisante, elles vont protéger d'un certain nombre de pathologies à transmission respiratoire. Donc finalement, il y a ce socle qui va être important et certainement à renforcer. Après, et c'est là où peut-être le débat s'est cristallisé pendant la crise Covid, c'est finalement quel type de protection respiratoire, masque chirurgical ou FFP2. J'ai envie de dire, ça c'est un petit peu finalement la dernière étape de la prévention du risque de transmission par voie respiratoire, parce que finalement c'est voilà, le type de protection respiratoire que le professionnel va mettre, mais en fonction de tout ce qu'il y a dans l'environnement, de la nature du germe, du niveau de ventilation, de ce que le professionnel va faire dans la chambre comme soin. Et ça, c'est un petit peu finalement la variable d'ajustement au final. Donc, je pense qu'un des points qui est vraiment important à se souvenir, c'est l'importance de la ventilation. Donc, à mon sens, un des premiers points et une des premières clés de lecture du guide, c'est qu'il va falloir travailler sur la ventilation. Alors, si les hygiénistes ont l'habitude de travailler sur la ventilation des EM, parce qu'on a la chance d'avoir des normes, la norme NFS 90-351, par exemple, en termes de ventilation hors ZEM, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'habitude, et puis on ne connaît pas finalement très bien le vocabulaire, à quoi ça correspond, comment finalement les choses sont mises en œuvre. Donc là, je pense que le guide, il apporte un certain nombre de choses et on pourra le revoir tout à l'heure. Mais je pense que c'est important de savoir que finalement, eh ben, cette ventilation, on va pouvoir la mesurer. Alors, on peut la mesurer selon plusieurs unités, et ça, je vais y revenir. Ensuite, eh ben, parfois, on va être dans des situations où on va respecter la recommandation. D'autres fois, on va être dans des conditions plus défavorables où on ne va pas
pas pouvoir la respecter. Là, éventuellement, on va pouvoir mettre en œuvre des mesures palliatives en l'absence de conformité des systèmes de traitement d'air pour essayer d'aller au plus près, on va dire, euh, du code du travail à minima et puis au mieux des recommandations. Donc là-dessus également, il y a des choses qui sont présentées dans le guide. Et ensuite, bon, les mesures organisationnelles, finalement, c'est des choses qui sont relativement simples, qu'on a eu l'habitude de faire pendant la crise Covid, et donc qu'on va finalement simplement représenter dans ce guide-là. Et puis, en ce qui concerne les mesures individuelles de prévention, un des débats donc, qui avait vraiment cristallisé euh, on va dire, l'ensemble de l'opinion publique, c'était masque à usage médical ou appareil de protection respiratoire. Et là-dessus, on s'est occupé justement de faire de la littérature sur l'efficacité de l'un versus l'efficacité de l'autre. Alors, on a différencié l'efficacité sur études expérimentales. Alors, sur études expérimentales, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Le FFP2 ayant pour objectif intrinsèque de filtrer l'air, voilà, alors que pour le masque, son objectif intrinsèque au départ, c'est plutôt on va dire, d'éviter les projections dans le sens de la personne vers l'extérieur, et donc n'a pas une vocation au départ à être un filtre vraiment complètement hermétique dans le sens de l'extérieur vers la personne. Bien entendu, quand on évalue l'efficacité sur des études expérimentales, eh ben, il y a une supériorité de la PRFFP2 normal, on a envie de dire, parce que c'est son job intrinsèque. Par contre, quand on va essayer d'évaluer l'efficacité sur des études épidémiologiques, et là, on a regardé la littérature, finalement, on avait uniquement 5 essais cliniques randomisés avec une méthodologie qui présente énormément de biais pour de multiples raisons. Hein, ça, voilà, il faut regarder ces 5 études. Et finalement, d'un point de vue pratique, eh ben, ces essais randomisés ne permettent pas de déterminer de façon fiable dans quelles conditions ou quand l'APR FFP2 finalement a réellement une efficacité ou du moins, on va dire, un intérêt vraiment formel. Donc, et ça, il y a eu énormément de revues de littérature publiées là-dessus. En pratique, certains auteurs recommandent de rationaliser leur usage dans le cadre des infections respiratoires. Et là, ça, c'est important, en ciblant préférentiellement les situations qui peuvent être considérées comme étant les plus à risque pour rationner l'usage de ces équipements qui sont plus chers, qui sont plus durs à mettre, qui sont plus inconfortables également et pour finalement aussi dans une optique de développement durable, parce que j'ai envie de dire, le point la solution de facilité, ça pourrait être de dire, ben, finalement, on met à tout le monde, tout le temps, des APR FFP2 et on a une protection théorique qui est maximale, mais ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas la pratique, et c'est pas non plus des utilisations qui ont forcément un coût-bénéfice très, très favorable. Donc, si on passe aux recommandations, juste pour les présenter un petit peu en une quinzaine de minutes, eh ben, comme je vous l'ai dit, une, on a insisté particulièrement sur la ventilation. Alors déjà, et peut-être que c'est un point qu'il faut vraiment arriver à se rappeler, c'est que si on a une ineptie dans nos hôpitaux à l'heure actuelle, c'est les chambres doubles. Parce que, évidemment, eh ben, quand un voisin, quand une personne dans la chambre est contaminée, le voisin de chambre, eh ben, très souvent, va se contaminer également. Donc, dans tous les cas, dans le cadre de la construction d'une unité, il faut vraiment faire pression pour privilégier les chambres individuelles. Alors, on sait que ce n'est pas la situation qu'on a actuellement, mais si on a des projets de construction, ça, c'est un point important. Deuxièmement, il est important que les locaux possèdent une ventilation mécanique. Pourquoi? Parce que sans ventilation mécanique, finalement, on ne va pas avoir de flux d'air, de renouvellement d'air dans une pièce qui va être stable dans le temps, parce qu'elle va être très dépendante
parfois de l'ouverture de fenêtres, de la température extérieure, du nombre de personnes dans la pièce. Voilà, ça va être, elle va changer selon beaucoup de choses. Et cette ventilation mécanique, elle va permettre néanmoins d'instaurer un petit flux d'air dans la pièce avec un certain renouvellement, hein. Il y a de l'air extérieur qui va être introduit dans la pièce et puis qui va être extrait via une bouche qu'on appelle euh, voilà, la VMC souvent. Donc, ça, c'est important. Il faut avoir ces ventilations mécaniques plutôt que de la ventilation naturelle. Ensuite, il est recommandé que l'équipe des services techniques vérifie les paramètres de ventilation d'un local, ce qui n'est à l'heure actuelle pas encore bien rentré dans les mœurs. Euh, Ensuite, R4, il est recommandé que les chambres des patients disposent de fenêtres qui puissent être ouvertes. Alors ça, en dehors des zones à environnement maîtrisé, hein, on est d'accord, dans les réanimations, on n'ouvre pas les fenêtres. Mais par contre, dans les services conventionnels, normalement, on devrait pouvoir ouvrir une fenêtre pour améliorer la ventilation finalement et le taux de renouvellement d'air au sein des chambres. Et puis, pour essayer de donner finalement un guide, il est rappelé que les débits minimums à respecter d'apport d'air neuf par personne doivent être conformes au Code du travail, parce que dans le Code du travail, il y a quand même des valeurs qui sont données. Donc, quand la recommandation est réglementaire, on a marqué ce petit encart réglementaire, c'est-à-dire que ce n'est même pas normalement une recommandation, c'est une obligation, hein, une obligation légale. Donc, voilà, donc ça doit respecter le Code du travail. Et puis, il est également fortement recommandé que ces débits permettent d'obtenir un taux de CO2 dans un local inférieur à 1300 ppm. Alors là, j'ai envie de dire, bien sûr, il faut disposer de capteurs de CO2 pour pouvoir le mesurer, mais les services techniques peuvent avoir d'autres appareils que des capteurs de CO2 pour mesurer les débits d'air, hein. Ça peut être des anémomètres, ça peut être des... voilà, enfin, il y a différents outils pour pouvoir mesurer le renouvellement d'air dans une pièce, et donc il faut que les services techniques puissent s'en emparer et puissent être en mesure de vérifier le renouvellement d'air dans une pièce. Donc ça, c'est 5 points assez importants. Et puis ensuite, on a encore les R6 à R11. Donc mettre en œuvre des mesures correctives lorsque les taux de ventilation ne sont pas conformes. Donc c'est-à-dire que c'est un point euh, voilà, on va essayer quand même de mettre une vigilance particulière. Il est recommandé de réaliser une cartographie de la ventilation effective des locaux, un petit peu sous le même profil que le carnet sanitaire. Finalement, on doit savoir la qualité de la ventilation. Est-ce que mes VMC fonctionnent, par exemple, dans tel ou tel service? Donc ça, c'est assez important. Quand finalement on réalise des travaux dans une pièce ou sur le système de ventilation, on doit mettre à jour cette cartographie. Et puis également, les systèmes de ventilation doivent bénéficier de maintenance préventive annuelle, tracée et mise dans le carnet sanitaire. Donc, je pense que dans tous les établissements, il y a déjà un travail préliminaire important à réaliser autour de la qualité de la ventilation dans les services et puis finalement la mise en œuvre de ce carnet sanitaire pour essayer de savoir finalement où la ventilation est bonne dans mon hôpital et où elle est pas bonne dans mon hôpital ou dans mon établissement médico-social, bien sûr. Si, parfois, et ça, on va être confronté, on l'est confronté, des fois, la ventilation est vraiment pas conforme, et là, il est recommandé, avant de se jeter, entre guillemets, sur les appareils mobiles de traitement d'air, de réaliser une analyse de risque qui va prendre en compte différents éléments pour savoir s'il y a une nécessité ou non à placer un appareil palliatif pour améliorer finalement la qualité de la ventilation dans une pièce. Donc ça, c'est une décision qui va se prendre un petit peu collégialement, hein, finalement, avec les services techniques, avec les cliniciens, avec la direction, pour voir comment on peut gérer. Et puis, si l'utilisation d'un appareil mobile de traitement d'air est envisagée, il est fortement recommandé qu'il utilise la technologie de la filtration HEPA, parce que à l'heure actuelle, les autres méthodes finalement pour traiter l'air
sont pas suffisamment étayées. Donc voilà encore pour ces recommandations sur la ventilation. Donc vous voyez que finalement, il y a quand même 11 recommandations qui portent sur la ventilation et qui, à notre sens, est vraiment un premier point et un point d'entrée de ces recommandations, euh, car relativement oublié pendant la crise Covid. Ensuite, il y a des prérequis sur les masques. Et notamment en termes d'achat, en termes de choix, avec la R12, il est fortement recommandé que les professionnels de la prévention du risque infectieux soient associés à la rédaction des cahiers des charges, au choix des masques, qu'il y ait une mise à disposition de plusieurs tailles et de différents types de masques et d'APR. Il est fortement recommandé que chaque professionnel ait le choix entre plusieurs modèles, que ce soit de masques à usage médical ou d'APR de type FFP2. Et puis, il est également fortement recommandé de former les professionnels au fit check des APR FFP2, au bon port et au bon retrait des APR et des masques à usage médical, parce que, bien entendu, je pense que tout le monde dans son service voit assez régulièrement des professionnels qui ont une mauvaise utilisation des masques et des APR, et ça, c'est également un point très important. Voilà. Ensuite, donc, il est fortement recommandé que le professionnel porte un APR avant d'entrer dans la chambre d'un patient atteint d'une transmission, d'une infection transmissible par voie respiratoire s'il est à risque de forme sévère de cette infection. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais qui n'était pas marqué clairement sur le papier. Voilà, les professionnels immunodéprimés, ben oui, en entrant dans des chambres de patients contaminés, on va leur proposer de porter des FFP2. À l'inverse, il est fortement recommandé qu'un résident immunodéprimé qui a des risques de forme sévère d'infection respiratoire porte un FFP2 lorsqu'il circule à l'intérieur des bâtiments hospitaliers, hein, comme on peut faire par exemple pour prévenir le risque d'aspergillose. La R18, il est fortement recommandé que la mise en œuvre des précautions de type respiratoire soit confirmée par prescription médicale et fasse l'objet d'une signalétique. Ça ne change rien, c'est déjà finalement le cas pour les précautions complémentaires. Au niveau de la R19, il est recommandé que tout patient ou résident reçoivent une information précise sur la mise en place des mesures de prévention. Donc là-dessus, on va insister sur l'information du patient et puis la traçabilité de cette information. La R20, que les visiteurs reçoivent une information, donc on va dire qu'elle fait écho à la R19. Et puis la R21, il est recommandé que tout personnel nouvellement intégré reçoive une information à son arrivée dans l'établissement. Donc là, c'est finalement la formation des nouveaux professionnels dans l'établissement, de leur expliquer la stratégie utilisée dans l'établissement. Voilà pour les généralités par rapport au masque. Et puis, alors voilà peut-être une des nouveautés qui est finalement les différents niveaux de précautions complémentaires respiratoires. Alors, on a choisi cette terminologie de précautions complémentaires respiratoires pour essayer finalement de faire comprendre aux gens qu'il va y avoir ce continuum, essayer de ne plus faire apparaître les terminologies de gouttelettes et R, hein. Et donc, la R22, il est fortement recommandé d'appliquer des précautions complémentaires respiratoires face à un résident suspect ou atteint d'infection respiratoire. Et donc, 3 niveaux, le niveau simple, le niveau renforcé et le niveau maximal, qui sont définis en complément du respect des précautions standards, hein. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, finalement, on est à un niveau encore au-dessus. Alors, c'est ça qui a le point peut-être qui a interpellé un petit peu les personnes qui ont pu lire le livre, le guide de recommandation, c'est que 2 matrices, finalement, sont proposées en fonction de ventilation, de la qualité de la ventilation. Alors, déjà, je pense qu'on peut très vite voir quand on regarde ces 2 matrices, elles sont quand même très proches, hein, finalement. La case qui va être un petit peu
on va dire, la case d'ajustement, c'est exposition modérée pour les pathogènes de type A, c'est-à-dire les pathogènes, entre guillemets, simples, hein, certains virus respiratoires, on va dire hivernaux classiques, pour une exposition modérée, c'est-à-dire pour un contact direct supérieur à 15 minutes, ou alors pour un PGA, une procédure générant des aérosols, mais à risque modéré. Eh ben, on va estimer que là, finalement, la ventilation va être un petit peu une variable d'ajustement. Autrement, ces deux matrices, elles sont relativement similaires. Alors, bon, il y a aussi l'exposition forte pour les pathogènes de type B, où là, voilà, il va y avoir des précautions maximales si la ventilation est non conforme. Alors après, les pathogènes de type B, c'est actuellement, en grande partie, finalement, la rougeole, la tuberculose, la varicelle, finalement, ces virus qui peuvent avoir une transmissibilité importante et notamment à longue portée. Donc finalement, ce qu'on va un petit peu conseiller pour la mise en œuvre de ces matrices, c'est bien entendu qu'on va pas, on va pas afficher ces matrices sur les portes et demander aux professionnels, ben voilà, votre service est bien ventilé, donc vous choisissez entre les deux types. Bien évidemment, c'est impossible. On ne va pas non plus détailler pièce par pièce. Alors là, la ventilation, elle est conforme, donc je vais utiliser cette matrice. Là, la ventilation, elle n'est pas conforme, je vais utiliser cette matrice. Tout ça, ce serait impossible à mettre en œuvre. Et là-dessus, en composant ces recommandations, on en a eu parfaitement conscience. C'est-à-dire que c'est plutôt à l'hygiéniste, en lien avec les services techniques, de déterminer au sein du service, au sein du bâtiment, voire au sein de l'hôpital, j'ai envie de dire à vous de choisir à quel positionnement vous placez. Globalement, est-ce que vous êtes en conformité avec les taux qui sont notés dans le Code du travail par rapport à la ventilation? Si vous êtes en conformité avec ces taux, vous pouvez vous placer dans la matrice numéro 1. Et cette matrice numéro 1, finalement, hein, quand on regarde un petit peu on va dire les germes qui vont être notés dans pathogènes de type A, de type B, de type C et les différentes expositions, on retombe, entre guillemets, à quelque chose qui est assez proche des précautions précédentes R et gouttelette, mais finalement présenté sous une autre forme. Et cette autre forme colle plus à la réalité, car elle fait moins, finalement, référence à cette dichotomie. On va plutôt parler de forte exposition, de faible exposition. Et donc, ensuite, la variable d'ajustement, ça va être en grande majorité le type de protection respiratoire qu'on va porter. Donc ça, c'est si la ventilation est conforme. Et puis, dans l'autre cas, c'est si j'ai des services, des bâtiments où la ventilation n'est pas conforme, hein, je vais me placer plutôt dans la deuxième matrice en disant que je vais mettre finalement un niveau de protection, et notamment en termes de protection respiratoire pour les professionnels, un peu plus important, parce que la ventilation n'est pas conforme. Alors, qu'on se le dise tout de suite, les services qui vont utiliser la matrice numéro 2, en règle générale, un hygiéniste, il les connaît plus ou moins d'emblée dans son établissement. C'est les services où vous avez tout le temps des clusters de pathologies respiratoires. C'est les services qui sont dans des vieux bâtiments. C'est les services où les VMC ne fonctionnent pas. J'ai envie de dire, on a tous, je pense, des exemples pour dire, bon, ben voilà, là, ce service-là, peut-être que je lui appliquerai des règles particulières. Il faut se dire aussi que dans un établissement, je vais appliquer, si dans un service, j'applique des règles particulières parce que la ventilation, elle est vraiment mauvaise, je ne pense pas que ça plaise énormément ni à la direction, ni aux professionnels qui vont travailler. Et je pense que ça va être un argument très fort pour finalement se mettre en conformité avec la ventilation
et pouvoir utiliser la matrice numéro 1. Donc, on peut se servir de cette matrice comme un levier pour améliorer les conditions de ventilation et finalement avoir un risque lié à la ventilation qui va être moins élevé. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un petit peu le concevoir comme ça et finalement, on va voir que ça ne nécessite pas de bouleverser complètement les mesures qu'on met en œuvre actuellement, mais plutôt de se focaliser sur la ventilation et puis petit à petit, et ça, on peut le faire dans une temporalité qui peut être un petit peu plus longue, changer la terminologie en faisant de la pédagogie auprès des professionnels, en leur disant, voilà, en fait, le risque de transmission, il ne dépend pas uniquement de cette transmission par les gouttelettes ou par l'air, mais il va dépendre aussi de qu'est-ce que vous allez faire dans la pièce, quels actes vous allez réaliser, combien de temps vous allez rester, et que, en fonction de ça, finalement, on va avoir une exposition qui peut être faible, modérée ou plus élevée. Voilà. Donc, en synthèse, donc, les agents pathogènes de catégorie A, on va avoir, et bon, ils sont listés, hein, je vous l'ai dit, beaucoup de virus respiratoires, un certain nombre de bactéries, notamment qui ont des transmissions plutôt connues comme étant à faible portée. Au niveau de la catégorie B, on retrouve finalement les germes qui étaient placés dans les précautions R précédentes. Et puis, catégorie C, là, on va avoir surtout la tuberculose multirésistante. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a les précautions REB qui sont encore à un niveau au-dessus. Donc, finalement, vous voyez que l'hygiéniste en filigrane peut quand même s'y retrouver et n'a pas forcément à tout, voilà, à tout repenser sa mise en œuvre, compte tenu du fait que on a un certain parallélisme et que le changement est plus un changement de paradigme. Voilà. Ensuite, bon, il y a quelques recommandations sur la tuberculose, alors qui peuvent peut-être concerner plus certains établissements que d'autres. Donc, avant toute documentation ou en attente des examens microbiologiques cliniques ou radiologiques en faveur d'une tuberculose pulmonaire, il est recommandé de mettre en place des précautions complémentaires respiratoires renforcées, donc dans l'attente de la confirmation du diagnostic. Et puis, après le résultat des examens microbiologiques, la mise en place des précautions complémentaires se fait selon un algorithme décisionnel qui est présenté ici pour essayer de faciliter un petit peu le travail des hygiénistes hein, qui peuvent être un peu parfois démunis par rapport à ces suspicions de tuberculose et ces diagnostics avec maintenant l'utilisation de la PCR. Donc ça, bon, je pourrais vous laisser le lire tranquillement, je ne vais pas m'attarder sur ces recommandations-là. Et puis, autre recommandation sur la tuberculose, il est recommandé lors de la prise en charge d'un patient atteint d'une tuberculose contagieuse en milieu de soins, de mettre en place des précautions respiratoires renforcées ou maximales si multirésistantes. Et là, on a allongé la durée par rapport à la durée conventionnelle. On parle donc de 14 jours à partir de la mise en place d'un traitement efficace et augmenté à 30 jours en présence d'excavation et ou de charge bacillaire initiale élevée et ou de lésions étendues. Ça sous-tend un petit peu que finalement, la levée des précautions respiratoires dans le cas d'une tuberculose va être très dépendante de l'évolution clinique du patient et donc de l'évolution également radiologique et que ce n'est pas quelque chose qui est systématique parce que la charge en bacille, vous voyez sur la courbe qu'à partir du temps, elle va diminuer de façon progressive et que c'est difficile de donner un seuil. C'est pas, là encore, c'est pas tout ou rien. À partir d'un seuil, il n'y a plus de risque. C'est pas tout à fait ça. Donc, il faut le pondérer avec la clinique. Voilà. Concernant les BMR, alors il y a juste un petit point par rapport au staphylocoque, au SARM finalement présent au niveau respiratoire, où là est conseillé de mettre en place des précautions respiratoires simples. Globalement, voilà, c'est la seule BMR qui
présente ça du fait du risque de colonisation du professionnel au niveau respiratoire. Pour les autres DMR, y compris isolés au niveau respiratoire, cette recommandation n'est pas faite. On sera voilà, plutôt sur les précautions standards, plus ou moins précautions complémentaires contact. Ensuite, les mesures correctives en période épidémique. Alors tout ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont finalement qu'on a eu l'habitude de mettre en œuvre pendant la crise Covid. Donc fortement recommandé. Alors là, on se place bien en période épidémique. C'est porter un masque à usage médical, finalement partout professionnel, quel que soit le secteur de soins concerné, par les patients et les résidents lorsqu'ils quittent leur chambre, par les résidents et les patients en ambulatoire dans les salles d'attente lorsqu'ils circulent dans l'établissement, et par tout intervenant. Donc finalement, c'est de ne pas hésiter à revenir sur une stratégie de port de masque, entre guillemets, systématique quand on est en période épidémique, hein. C'est quand même, au départ, certainement le meilleur moyen d'éviter la transmission. Et puis, également, et encore plus que la R1, en période épidémique, c'est recommander la chambre individuelle pour tout patient hospitalisé. Au niveau de la R29, en période d'épidémie communautaire d'agents respiratoires transmissibles, il est possible d'utiliser des chambres doubles pour 2 patients ou résidents atteints d'une infection respiratoire documentée liée au même pathogène. Et donc, si l'information est connue, même type de variante pathogène en cas de co-circulation de plusieurs types. La R30, en cas de découverte fortuite ou de survenue de cas groupés, on peut mettre en œuvre certaines mesures de façon transitoire afin de pouvoir clôturer et permettre d'arrêter la transmission au moment d'un cluster, c'est-à-dire port du masque généralisé pour toute l'équipe soignante, par les patients, les résidents, arrêter éviction des locaux communs, des CEP, des salles de pause, etc. Et puis éventuellement dépister les autres patients et les soignants. Ça, c'est des choses, je pense, que tout le monde a l'habitude de faire en temps normal. Et puis la R31, dans certaines situations, il est recommandé de regrouper les patients et résidents atteints d'infections transmissibles par voie respiratoire liées à un même micro-organisme dans un même secteur. Donc là, on pense à des micro-organismes qui peuvent être plus pathogènes, dans des unités qui peuvent accueillir des patients en forme grave d'infection, où là, on va vraiment essayer d'éviter d'avoir une proximité directe entre les patients infectés et les patients en risque de forme grave. On peut penser aussi à des unités de gériatrie avec des patients déments déambulants, où là, on va créer des secteurs pour essayer de bien sectoriser et d'étanchéiser les malades des contacts, des non-malades. Voilà pour la R31. Et puis ensuite, donc, en cas de crise épidémique sanitaire, voilà, ou de clusters associés aux soins, là encore, on va reparler de la ventilation. Il est recommandé d'appliquer des jauges déterminant le nombre de personnes maximum présentes dans les locaux communs, une distanciation physique, et puis que la qualité de l'air soit conforme aux recommandations. Donc c'est là où on peut aussi discuter de mesures palliatives. Et puis en période d'épidémie, il est recommandé de définir des conditions de visite et une organisation de celle-ci, de définir les mesures de prévention du risque à utiliser pour les visiteurs. Donc voilà, de façon générale, hein, c'est vraiment finalement d'établir une politique, une stratégie pendant les périodes épidémiques, de sensibiliser les visiteurs au respect des mesures de prévention, et puis de limiter les visites aux patients atteints d'une infection respiratoire. Bon, évidemment, quand le patient est malade et présente une maladie contagieuse, c'est clair que ce n'est pas forcément le bon moment pour faire la visite. Alors des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir s'adapter et avoir des exceptions, mais ça peut être une limitation, voilà, sauf en cas de nécessité médicale. Et puis la R34, il est fortement recommandé d'appliquer les précautions standards et complémentaires, y compris chez les patients vaccinés.
on a bien souligné que la vaccination diminuait le risque de forme grave, mais ne protégeait pas totalement du risque d'acquisition ou de transmission de l'infection. Voilà à peu près, en brossant rapidement le concept de ce guide de prévention de la transmission par voie respiratoire. J'espère que ça a permis pour vous d'éclairer finalement le changement de paradigme et le changement de concept qu'on veut faire passer. Que ça a permis également de montrer que, on va dire, le premier changement certainement à opérer, c'est de travailler avec nos services techniques pour améliorer la qualité de la ventilation dans les unités de soins. Et que ensuite, dans un deuxième temps, on pourra certainement faire changer un petit peu le paradigme et faire comprendre aux professionnels de santé que tout n'est pas blanc ou noir, mais que la transmission, elle peut être euh, à courte portée ou à longue portée, et donc ça va dépendre finalement aussi de qu'est-ce que je vais faire auprès du patient, et puis de combien de temps je reste dans la pièce. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je suis ouvert pour répondre aux questions. Ben, merci infiniment, Cédric, et c'est très très bien que tu aies pris ton temps pour parcourir ces diaporamas et toutes ces recommandations parce que elles sont complexes et pas forcément évidentes au premier abord. Et je pense qu'il nous reste même une bonne demi-heure pour les questions. Et vous pouvez donc dès à présent les poser soit via conversation, hein, le chat comme on dit, en tapant vos messages et on les prendra au fur et à mesure, soit le plus simple, comme vous êtes nombreux, c'est encore de lever la main et d'allumer votre caméra et comme ça, ça rend la question un peu plus conviviale et les échanges aussi. Mais bon, si vous restez timide ou ne souhaitez pas avoir votre image à l'écran puisque cette conversation est enregistrée, cette visioconférence est enregistrée, ben, utilisez le mode conversation à ce moment-là. Donc, alors, est-ce que les recommandations vont être libres de téléchargement? Car elles ne le sont pas actuellement sur le site de l'SF2H. Effectivement, je crois qu'elles sont réservées pendant un certain temps aux abonnés. Et au bout de combien de temps cet embargo est-il levé, Cédric? Alors, la durée de l'embargo, je ne sais pas exactement, mais ça, je pense que c'est une question que je peux facilement poser aux collègues de la SF2H, et puis on pourra revenir vers vous pour vous le dire. Voilà. Je crois savoir quand même qu'elle diffuse largement. Certains abonnés enfin, et nous les premiers, peut-être en tant que CPIAS, on n'hésite pas à les diffuser, je pense, pour le bien des patients et des résidents, on va dire, plus vite les gens se l'approprieront. Bon, on ne veut pas nuire aux abonnements SF2H, mais je crois on peut sans crainte diffuser largement parmi le guide. J'ose le dire. Bon. Une autre question, donc, bah, tu vois la conversation, Cédric, aussi, oui? Oui, oui, Voilà. oui. Donc, les hygiénistes et services techniques évalueront le type de matrice à utiliser par service, diffuseront l'information et les médecins prescriront donc des PCR simples, renforcés ou maximales, selon l'agent pathogène trouvé. Et les soignants mettront en place ces PCR. Est-ce bien cela? Oui, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est finalement les hygiénistes qui vont déterminer la stratégie à utiliser et qui vont et qui vont proposer la matrice. Alors, ils vont pas forcément dire au service, entre guillemets, regardez, il y a deux matrices, voilà, donc là, on va utiliser cette matrice-là. Finalement, voilà, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a déterminé dans quelle matrice on se trouvait, on a nos précautions simples, renforcées et maximales. Et puis, ben, de ces précautions, finalement, c'est juste revoir les affiches qui sont existantes et puis expliquer aux professionnels dans quelles conditions on met le simple ou le renforcé. Ok. C'est bien ce qui correspond à ce qui est noté dans la question. Alors, autre question.
Merci pour ta réponse, Cédric. Les unités d'isolement où sont disposés les EPI devront être mis en dehors de la chambre ou dans la chambre du patient. C'est la question. Dans les précautions gouttelettes et air, il y avait une différence. Alors, bon, moi, à ma connaissance, on a plutôt tendance à placer les unités mobiles d'isolement plutôt à l'extérieur de la chambre, hein, parce que finalement, c'est quand même avant de rentrer dans la chambre qu'on doit se préparer. Alors, voilà, hein, on parle bien là de la transmission respiratoire, hein, pas de la transmission contact. Mais c'est vrai que dès lors où on peut se dire qu'il peut y avoir une transmission par voie, finalement, par des particules très fines respiratoires, on va dire que ce sera plutôt en dehors de la chambre qu'on va se préparer, entre guillemets. Et Isabelle Delattre demandait si il y avait des goodies qui allaient être préparés par la SF2H ou est-ce que c'est peut-être au CEPIAS aussi de les faire, c'est-à-dire des logos simples pour les recommandations respiratoires simples ou renforcées. Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on ait réellement réfléchi à ça. Alors, je pense qu'en lien avec les CEPIAS, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de voir si quelque chose peut être fait au niveau régional ou voire au niveau national. C'est vrai que c'est une suggestion intéressante. Alors, je vous rappelle ou je vous apprends peut-être, vous avez dû recevoir le mail de la newsletter d'hier. Comme le guide est assez long et aborde des choses assez complexes, pour toute question qui resterait ou éventuellement erreur, il y a une foire aux questions qui est disponible où vous pouvez poser vos questions et puis éventuellement on pourra faire comme ça des compléments au guide. Donc n'hésitez vraiment pas voilà, à noter vos questions. OK. Eh ben, on va switcher vers ceux qui ont levé la main avec une question de Nicolas Galakov. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et votre micro? Voilà, allez-y. Bonjour Cédric. En fait, Salut. je voulais juste te dire bonjour, c'est tout. Non, je rigole. Non, mais merci pour la présentation qui était très claire. Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou juste une remarque. Moi, j'ai eu l'impression qu'en lisant ces recommandations, en fait, on rendait comment dire, le soignant davantage acteur un peu de ses soins, un peu comme les précautions standards finalement, où il va devoir. Alors, je me place dans la situation où, par exemple, on a une ventilation qui est pas terrible. Je pense notamment à des bâtiments anciens. Nous, ça peut être le cas parfois à l'hôpital où on travaille. Donc, on se place directement dans l'annexe 2 et finalement, ça va être au soignant de déterminer en fonction de la situation s'il reste plus longtemps, à quel point il va être exposé, et en fonction de ça, faire le choix d'un masque ou de l'autre. Mais, euh, mais du coup, ça veut quand même dire que, bah, par exemple, on va se mettre à porter des masques FFP2 pour faire des toilettes à des malades, si ça dure plus de 15 minutes, etc. Et je ne sais pas exactement encore comment ça va être reçu, cette information, acceptée. Euh, Alors, pour répondre à ça, je vais un petit peu reprendre en fait ce que j'ai dit dans la présentation. Moi, je pense que l'objectif qu'il faut quand même au départ se donner, c'est de tendre vers la matrice ventilation conforme, hein. C'est-à-dire que la matrice ventilation non conforme, ça ne devrait pas être la matrice utilisée en majorité. J'ai envie de dire, déjà, je trouve que c'est un peu même au niveau syndicat, on peut peut-être avoir des problèmes, hein, parce qu'en disant la ventilation n'est pas conforme au code du travail, voilà. Donc pour moi, c'est un peu la matrice. Direction et services techniques, on va peut-être travailler sur la ventilation. Après, donc voilà, déjà, c'est un premier point, parce que je pense qu'il faut être quand même aussi un peu réaliste. Et l'objectif de ces recommandations, c'est pas que dans tous les établissements, on travaille en FFP2, parce que finalement, c'est simplifier complètement la matrice. Je pense que ce serait galvauder l'ensemble du travail qui a été fait et aussi le message qu'on veut faire passer. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je pense que ça va plutôt considérer, enfin, au départ, il faut plutôt prioriser les unités où on a des problèmes et où on sait qu'on a des problèmes. C'est-à-dire, nous, on a des unités dans notre établissement où on sait très bien que les VMC sont cassées, elles sont cassées.
c'est-à-dire qu'on ne peut pas les allumer. Donc là, en l'occurrence, peut-être que ce sera des matrices qu'on pourra utiliser ponctuellement dans ces unités-là, dans l'attente de travaux de réparation, parce que là, on est en dehors du code du travail et finalement, c'est une situation qui est assez anormale. Alors, bon, après, voilà, il faut voir aussi, j'ai envie de dire, les seuils qui sont posés par la réglementation. Est-ce que finalement, en pratique clinique, entre guillemets, en temps normal, est-ce qu'on arrive à les atteindre de façon correcte? J'ai un petit peu envie de dire, dès lors qu'on a une ventilation mécanique contrôlée qui fonctionne, qui a des taux finalement corrects, faut peut-être pas être plus royaliste que le roi, et puis on peut peut-être quand même se dire que là, on est dans des conditions de ventilation qui sont plutôt favorables. Voilà. Moi, enfin, c'est du moins la façon dont je le vois et je pense ou comment on peut appréhender pour éviter justement, voilà. Mais en tout cas, la responsabilité des soignants et la sensibilisation de soignants, c'est un des points quand même aussi qu'on veut faire passer. Ok, merci. Voilà. Donc c'est vrai que ouais, non, je laisse la parole. Merci. D'accord, merci. Je poursuis sur cette question parce qu'il y en a trois qui se rapprochent dans la liste de discussion. Ces trois situations où finalement, soit on ne connaît pas l'état de la ventilation, par exemple dans le cas de l'HAD et du domicile du patient, soit la VMC ne fonctionne pas. Et la troisième, c'est dans un groupe d'EHPAD, quand on est une EMH, c'est difficile, ou s'il n'y a pas de EMH, pas d'hygiéniste, est-ce qu'il suffit de prendre la deuxième matrice ou est-ce qu'on choisit gouttelette ou air à l'ancienne? Enfin, voilà. Alors, pour le HAD, j'ai envie de dire, il y a eu quelque chose quand même qui est assez simple, c'est qu'en règle générale, chez les patients, il va y avoir des fenêtres qu'on devrait pouvoir ouvrir, je pense, dans la majorité des cas. Donc, même si on ne connaît pas l'état de la ventilation du domicile du patient, en fonction de ce qu'on va y faire, on a toujours la possibilité d'ouvrir la fenêtre, ce qui va induire une ventilation naturelle qui va permettre finalement de se mettre dans des conditions favorables de ventilation. Donc, je pense que la question, elle ne se pose pas forcément dans ces cas-là. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Pour la deuxième question, si les VMC ne fonctionnent pas, est-ce qu'on continue avec précaution air ou gouttelette? Alors, j'ai envie de dire, c'est là où finalement, on a le premier point qui pose problème. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que la VMC qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui est anormal et qui est en dehors du code du travail. On ne devrait pas avoir de VMC qui ne fonctionne pas parce qu'on a des taux de ventilation qui ne respectent pas la réglementation. Donc là, je pense que finalement, peut-être avant de se précipiter à faire beaucoup de changements, voilà, c'est vraiment peut-être travailler avec les services techniques et avec la direction en les prévenant, écoutez, là, on est un petit peu embêté parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quand même des articles du Code du travail qui nous disent qu'il doit y avoir, et puis du règlement sanitaire départemental, c'est quand même des choses qui sont opposables et qui préconisent voilà, une certaine ventilation dans les pièces. Voilà, et c'est vrai que si on est dans des situations après qui perdurent, finalement, on met en œuvre des mesures qui sont plus palliatives, quoi. Le dernier petit point, mais voilà, si tu pouvais faire une réponse courte, parce que le temps va vite. C'est en EHPAD, il disait dans un groupe d'EHPAD sans hygiéniste. Est-ce que par défaut, du coup, on prend la matrice ventilation non conforme? Alors, moi, personnellement, je pense pas que ce soit forcément la bonne solution. Mais je pense que malgré tout, et c'est un travail un petit peu général, il faut que les gens ils s'emparent de la problématique de la ventilation. Alors, sans hygiéniste, comment on peut faire? Alors, avec les équipes mobiles, il y a peut-être quand même quelqu'un qui peut s'occuper de l'hygiène et faire éventuellement un lien pour voir si les VMC fonctionnent ou non. Après, ça peut être aussi de façon plus simple, regarder si les VMC sont bien activées, si elles fonctionnent, etc. Et puis à partir de là, finalement, pouvoir mettre en œuvre les changements nécessaires. Et pas forcément se focaliser sur la matrice je ne sais pas, donc je me place en non conforme, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Je change de moyen. Donc, Brigitte Richaud-Morel.
Voilà. Bonjour à tous, merci aussi pour cette présentation, Cédric. Nous avons déjà travaillé avec des services techniques. Je voulais vous faire un petit retour et c'est quand même très compliqué. Nous, sur le CHU, on a 200 000 mètres carrés de locaux donc, à évaluer. Donc, on a une antériorité avec des services pour lesquels on a eu beaucoup de clusters ou cas de Covid qu'on va prioriser pour les mesures de ventilation. Malgré tout, nous, ils nous ont dit que ça allait certainement passer par un appel d'offres. Ça veut dire que c'est peut-être 2026. Donc, dans ce laps de temps, que recommande-t-on? Soyons maximalistes, généralisons le FFP2, ou alors on reste sur du gouttelette, mais en sachant qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas de cartographie, et que la cartographie, enfin, nous, on a vraiment mis du lien avec les services techniques. On a une autre prochaine réunion préprogrammée prochainement. C'est très, très compliqué pour nous. Et je pense que pour d'autres, certainement aussi. Voilà, je voulais vous faire le retour. Et merci Brigitte en tout cas pour la remarque, et c'est très intéressant de voir que des établissements se sont déjà un petit peu emparés de la problématique, et j'ai envie de dire, c'est pas une problématique qu'on va régler en un tour de main, hein. Ça c'est clair et net. Après, j'ai envie de dire, jusque-là, on a travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas soucié de la ventilation. Et pendant la crise Covid, du coup, on a probablement quand même surexposé les patients et probablement les professionnels. Donc voilà, dans cette optique-là, après, soit on se dit, cette année, par exemple, j'essaye dans ce service-là, parce que je sais que c'est un peu catastrophique, je suis maximaliste et peut-être ça fera un petit peu plus bouger les services techniques, justement, en disant, en fait, on en a marre, enfin, on en a marre d'avoir des clusters tout le temps dans ce service-là, et du coup, on est un peu maximaliste. Soit on se dit, bon, tant pis, on reste encore une année dans ces mêmes conditions-là, et puis on essaye de changer le plus rapidement possible. Je pense que c'est les deux possibilités en fonction de peut-être aussi des profils patients dans le service, etc. Mais je pense que ces recommandations sont l'opportunité de pouvoir alerter les directions et peut-être d'obtenir des changements un petit peu plus rapides. Merci. Donc, dernière question avec main levée. Ensuite, on retourne à la liste parce qu'on voit que ça s'enchaîne. Donc, questions courtes et réponses courtes. Sylvie Tassi. Oui, bonjour. Donc, je suis infirmière hygiéniste en centre hospitalier et également en EHPAD. Donc, on a déjà eu des réunions d'information, les réunions avec les correspondants en hygiène. On a un peu présenté les recommandations respiratoires. Le problème qui se pose, c'est qu'on avait refait toutes nos affiches et tout il y a peu après Covid, quand les règles ont changé par rapport au Covid. Donc, accompagné de beaucoup de formations. Donc, ça commençait à bien se mettre en place, à être comprise. Et là, ce qui nous paraît compliqué avec celle-ci, c'est que bien sûr, il y a une importance de la ventilation, mais dans des locaux qui sont plus ou moins vieux, où on a repéré où il y avait des clusters et tout ça, et que le personnel bouge d'un service à l'autre. Alors, ce qui sera mis en place dans un service ne sera pas forcément la même chose que dans l'autre, avec des personnels qui tournent. Donc, comment on va faire? Parce qu'ils ne comprendront pas que dans un endroit, c'est comme ça, et dans l'autre, c'est comme ça. Donc, le retour des correspondants en hygiène, il n'a pas été compliqué. Il a dit, on va tous mettre le FFP2. Alors, merci beaucoup pour votre question, et c'est vrai que je pense que c'est une des craintes principales qu'on peut avoir, finalement, cette problématique-là. Moi, je pense qu'il faut être le plus transparent possible avec les gens, c'est-à-dire que, et je pense que vous l'avez bien souligné, il y a des services où vous avez identifié finalement vos services où vous avez des problèmes de ventilation. Et du coup, vous avez très bien fait. Vous savez quels services sont principalement impactés, etc. Je pense que les gens, une fois qu'on leur explique ça, que finalement le risque est lié à la ventilation et que dans ce service, on a beaucoup de clusters et que donc on met en œuvre des mesures qui sont supérieures du fait de cette mauvaise ventilation, les gens sont quand même
probablement à même de le comprendre. C'est-à-dire que il faut quand même faire ce distinguo entre un service bien ventilé et un service mal ventilé, où même en temps normal, finalement, on a plein de clusters et les professionnels le savent. Après, la deuxième étape, et pour essayer d'éviter justement une surutilisation et que finalement ça puisse dériver, ces stratégies puissent dériver à un port de FFP2 tout le temps, qui serait contre-productif par rapport aux recommandations qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est surtout d'alerter les directions, de dire, ah ben là, on a quand même un problème de ventilation, et d'essayer de se positionner le moins possible dans la matrice, on va apporter un peu plus de FFP2 parce que finalement, il risque d'y avoir des glissements. Et je pense que c'est là où l'hygiéniste doit bien faire comprendre aux gens, et d'autant plus quand effectivement les professionnels peuvent aller dans certaines unités plus ou moins bien ventilées. Là, c'est des situations où je pense que c'est assez compliqué, effectivement, et il faut vraiment être bien clair et certainement bien faire des séances d'information pour éviter voilà, qu'il y ait trop de glissements. Mais, très bonne question. Merci. Merci. Une question très pointue, mais enfin, punctiforme, on va dire, c'est sur la liste. Chez un patient Covid ayant un aérosol, donc a priori c'est PGA élevé, doit-on porter le FFP2 en permanence ou seulement pour poser et enlever l'aérosol? Alors ça, c'est une question qui a déjà été posée dans d'autres réunions et sur laquelle on voulait, on n'a pas de réponse toute faite, et je pense que cette question sera posée sur la foire aux questions de la SF2H. On aurait tendance plutôt à dire que finalement, le risque de particules de petite taille générées au niveau de la pièce a lieu finalement pendant l'ensemble de la durée du soin, et donc la logique voudrait que ce soit pendant l'ensemble du soin. C'est un petit peu on va dire la réponse vers laquelle on s'achemine, mais voilà, à confirmer de façon collégiale dans la foire aux questions. Anne, tu as coupé ton micro. Oui, excuse-moi. Oui, autre question, est-ce que cela impose des mesures pour chaque chambre ou peut-on faire une sélection seulement pour vérifier la ventilation, la conformité de la ventilation? Ça, c'est une question plutôt au service technique. Oui, Mais- alors, bon, là, il faut voir. Bon, j'ai un petit peu envie de dire, nous, on a rapidement commencé un petit peu. Souvent, c'est assez homogène au sein d'un service, c'est-à-dire que globalement, c'est soit tout le système de VMC est fonctionnel, soit il est non fonctionnel. Donc, voilà, je ne sais pas si au niveau de la cartographie, il y a vraiment une utilité à aller vraiment dans le fond des choses, à aller voir chaque chambre pour voir si tous les systèmes sont fonctionnels. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut demander au service technique, hein, par contre, d'aller vérifier en fonction de la conception de la VMC, de voir si c'est fonctionnel partout ou non. Voilà, en lien peut-être avec aussi les cadres des unités qui peuvent un petit peu servir de relais et qui font souvent remonter quand même quand les VMC sont non fonctionnels, hein, et jusque-là, c'est plus ou moins bien pris en compte par les services techniques. Mais voilà, je pense qu'il faut voir les choses de façon un petit peu globale. Moi, une sélection de chambres ne me semble pas complètement déconnectée de la réalité. Et il y a deux commentaires aussi, l'un qui dit les services techniques ne se saisissent pas du tout du travail sur la qualité de l'air, tout ça risque d'être très compliqué à mettre en place, avec 2 pouces levés qui disent la même chose. Un autre commentaire qui dit en EHPAD, il n'y a pas de professionnels de services techniques. N'empêche qu'il faudra quand même être sûr d'être en règle avec les textes officiels. Oui. Alors, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quand même entre guillemets, ce qu'on voudrait être un pavé dans la mare. C'est-à-dire que nous, en CHU également, hein,
on a eu un événement là de transmission de tuberculose bacillifère entre deux patients dans un service où les VMC étaient éteintes, hein. Voilà, et nos services techniques nous ont dit que pour eux, ça n'avait pas d'incidence. Donc effectivement, hein, je pense qu'ils ne se saisissent pas du tout du travail sur la qualité de l'air et qu'il va peut-être falloir aussi faire de la pédagogie auprès des services techniques pour leur dire qu'en fait, les VMC, c'est pas là pour faire joli, hein, c'est là quand même pour quelque chose dans le code du travail. Leur dire aussi qu'en dehors du code du travail, quand on est en dehors du code du travail, il peut y avoir les syndicats qui peuvent poser des questions sur finalement la sécurité du travail des professionnels. Il y a un règlement sanitaire départemental qui est opposable et donc en l'absence de conformité, on est aussi en droit éventuellement de contacter l'ARS. Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des petits moyens quand même alors sans tout de suite aller aux moyens de pression, mais de discussion avec les services techniques pour leur expliquer l'intérêt que jusque-là, justement, en fait, vu que le fait que ce soit éteint, ça dérangeait personne à part le patient quand il prend sa douche, qui est dans une espèce d'étuve et qui doit ouvrir la porte pour faire enlever la vapeur, ça dérangeait que lui et les cadres et les soignants qui étaient dans cette ambiance. Mais c'est peut-être justement l'occasion de faire cette pédagogie. On ne dit pas que le travail va être facile, mais c'est certainement, on va dire, le premier pas du travail à faire. Merci. Alors, dernière main levée, et après, il me reste encore beaucoup de questions. Donc, on va essayer de toutes les faire, même si on dépasse un peu l'heure, je pense que c'est plus important. Béatrice Craco. Ah, oui, bonjour. Donc, je suis Béatrice Craco, je travaille avec Cédric Danonché à l'hôpital de la Croix-Rousse. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a fait décider de changer les recommandations par rapport à un portage de SARM concernant des précautions R simples? Et voilà. Et du coup, est-ce que c'est bien sur une infection et pas un portage? Puisqu'il y a des dépistages qui sont faits régulièrement dans certains services concernant des portages de SARM au niveau nasal. Et donc, c'est bien en cas d'infection. Alors, si on remet le contexte, déjà, les précautions respiratoires, donc là, on parle de précautions respiratoires simples. Au niveau, c'est quand on a finalement le SARM, à mon sens, au niveau respiratoire. Alors après, infection ou pas infection, j'ai envie de dire, ça peut être éventuellement une question à poser dans la foire aux questions. Pour moi, dès lors où on peut en avoir au niveau respiratoire et que le SARM peut être finalement euh, aspergé, entre guillemets, lors de projection au niveau du visage du soignant, c'est là où le soignant, finalement, les muqueuses du soignant vont pouvoir être contaminées et où le soignant va pouvoir développer un portage. Là, je pense que dans ces conditions-là, c'est qu'on veut réellement éviter un portage, sachant que la niche écologique du staphylocoque doré est au niveau des voies respiratoires, et donc on veut protéger le soignant de ça. Donc finalement, c'est ce qui correspondrait, euh, on va dire, de façon traditionnelle à des précautions gouttelettes. Je pense que là, c'est le choix qui a été fait dans ce guide-là. Donc après, en termes de, est-ce que c'est seulement au niveau du portage ou en termes d'infection, là, je pense que effectivement, il peut y avoir une discussion et c'est peut-être quelque chose qu'il faut poser à la fois aux questions. Et si je peux me permettre, jusqu'à maintenant, on mettait des précautions de contact par rapport à cette transmission, par rapport à la voie de transmission du germe. Donc, du coup, on est sur un risque plus élevé de transmission R, du coup, sur ce germe-là. Non, alors on parle déjà de transmission respiratoire. Oui, Euh, on est d'accord. Étant donné que justement, le principe, c'est de revoir un petit peu le fondement et le paradigme. Oui, en fait, au vu de la littérature, c'est le choix qui a été fait par le groupe de travail. D'accord. Donc, du coup, dans votre listing de catégorie A, il n'apparaît pas, je ne le vois pas.
Ah, et ben, à ce moment-là, il faudrait effectivement le rajouter, s'il n'apparaît En pas. tout cas, voilà, je ne le vois pas. OK, merci beaucoup. Autre question, y aura-t-il des formations à destination des soignants puisqu'ils sont plus acteurs? Je pense que chaque fois qu'il y a un changement de repos, effectivement, les acteurs ont besoin d'une sensibilisation, d'une formation à des nouvelles pratiques. Et Oui, oui, oui. c'est forcément l'hygiéniste qui organisera ces formations. On peut peut-être, enfin, moi je parle en tant que CEPIAS, en tant que structure d'appui, proposer des formations aussi pour creuser un peu plus le sujet ou aider les équipes qui n'ont pas le temps de former leurs professionnels. Mais vas-y, Cédric. Alors, bah moi, je pense que là, effectivement, à partir du moment, alors bon, c'est pour ça, je pense que c'est des recommandations qu'il faut quand même aborder dans une temporalité qui n'est pas très courte, hein. C'est-à-dire, c'est dans une temporalité quand même à venir, hein. On voit tous les challenges qu'on a à attendre avec les services techniques, notamment, avec la compréhension des personnes de ce changement. Donc après, au niveau du changement finalement un petit peu de rhétorique et cette compréhension de la durée d'exposition du geste que je vais réaliser, peut-être qu'une première voie d'entrée intéressante, ça peut être aussi les correspondants en hygiène, par exemple, pour déjà aussi avoir un relais au niveau local, une écoute des autres professionnels, parce que c'est vrai que former et expliquer à l'ensemble des professionnels d'un hôpital, ça va pas être très très simple. Mais voilà, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être abordées plutôt sur un long terme et planifiées en essayant de trouver une stratégie la plus efficace possible pour toucher et être pédagogue. Ok, merci. Une autre question. Quel est l'argumentaire pour un FFP2 pour un patient en précaution renforcée, donc pas maximale, c'est-à-dire la colonne orange du milieu, là où avant, il n'y avait besoin que d'un masque chirurgical, comme pour les précautions simples, sachant qu'apparemment le choix est laissé puisque les deux sont évoqués dans le tableau. On a le choix Ouais. à défaut d'un masque chirurgical. Alors, comment on Alors, tranche entre... ouais. Alors, je pense que quand même et ça, peut-être j'ai pas assez insisté là-dessus pendant cette présentation. Là encore, et je l'avais dit un peu en introduction, on a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que rien n'est tout vrai ou rien n'est tout faux. En hygiène, on est sur un continuum et du coup, là, on est sur un consensus d'experts hein, qui n'est pas finalement, les experts n'étaient pas forcément tous d'accord entre eux pour l'ensemble des choses, hein. Et là, c'était notamment le cas pour, euh, pour, euh, euh, pour cette mesure du patient en précaution renforcée qui va sortir de sa chambre. Et c'est vrai que tout le monde était pas forcément d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu, d'une part, cette quand même ouverture vers le fait d'avoir une possibilité de mettre un masque chirurgical. Mais ce qui a été considéré, c'est enfin, le rationnel, on va dire, de cette phrase, c'est surtout qu'un masque chirurgical, finalement, protège d'une certaine façon, surtout filtre les grosses gouttelettes de moi-même à l'extérieur. Mais par contre, si le patient va tousser avec son masque chirurgical et qu'il a une pathologie avec une transmission qui peut se faire à longue portée, à ce moment-là, s'il y a d'autres patients très immunodéprimé, par exemple, dans le service, finalement, il peut rester un risque résiduel si le patient fait des allées et venues, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu, et puis bon, le guide a quand même été aussi rédigé avec l'INRS, hein, c'est-à-dire l'INRS, ils vont plutôt prôner la sécurité et aussi avec la santé au travail. Donc sur certains points, il y a eu voilà, aussi on va dire, des velléités de monter un petit peu certaines mesures. Et donc, je pense que c'est le rationnel qui a été fait en se disant, ben, par exemple, pour des tuberculoses, est-ce que
la sortie du patient de chambre avec un masque chirurgical est suffisante, hein, et il y a certains experts qui ont considéré qu'il y avait un risque résiduel non négligeable et que du coup, on pouvait envisager le FFP2. Après, voilà, hein, tous les experts n'étaient pas d'accord entre eux. Il y a des choix à faire et je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout oui ou tout non. Il y a des discussions, des débats qu'on peut avoir. Je pense il faut comprendre le rationnel et puis euh, essayer de voir en conséquence. Merci. Donc après, on a des participants un peu désespérés ou démunis en termes de services techniques. Il y a une question qui propose qui interroge sur le fait de devoir former les soignants à dépister les VMC de chaque chambre. On a vu que non, hein, c'est une cartographie à faire en amont pour l'ensemble de l'établissement. Une image, je suppose, qui dit quand on a 40 EHPAD et 15 établissements de handicap, comment peut-on être au courant de l'ensemble des VMC de chaque établissement? Ce sera effectivement un travail effectué par établissement régulièrement, on va dire, puisque un état de VMC peut fluctuer aussi dans le temps, tomber en panne, etc. On est d'accord, enfin, Cédric, c'est... Là encore, j'ai envie de dire, on entend bien que tout ça, ça va pas être fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas parce que les recommandations sont sorties que voilà, on a 40 EHPAD et 15 établissements de handicap que en une semaine, on va arriver à faire un diagnostic total. C'est-à-dire que ça doit être inscrit dans une stratégie d'établissement, par exemple au CLIN, hein, ou à un comité qualité d'eau, comme finalement la qualité d'eau. Je pense que c'est un point qui doit être inscrit à un ordre du jour et qu'après, en fonction de ça, il y a changement ou il n'y a pas changement. Mais l'objectif final, c'est quand même de pouvoir détecter les endroits où la ventilation est catastrophique pour peut-être faire en sorte qu'elle soit un peu moins catastrophique et de pouvoir finalement essayer de limiter un peu ce risque de transmission par voie respiratoire. Ok. Donc ensuite, une question, comment peut-on compenser la ventilation avec la ventilation naturelle, par exemple en ouvrant les fenêtres? Si la ventilation n'est pas conforme, on a vu que oui, hein, on l'a déjà dit. Donc, oui. Alors, oui. c'est vrai qu'entre guillemets, c'est moins idéal quand même, hein, parce que la ventilation naturelle, elle est extrêmement variable. Et puis, par exemple, un patient, quand il va dormir toute la nuit, on ne va pas ouvrir les fenêtres à fréquence. Voilà. Aussi un visiteur qui vient, voilà, passer l'après-midi. Donc, on va dire que c'est un palliatif, quoi. On peut faire comme ça, s'en accommoder, mais peut-être qu'il faut envisager après, à plus long terme, d'essayer d'améliorer la ventilation. Une autre question, et qu'on s'était même posée au niveau du CEPIAS, quelles précautions prend un soignant quand il est dans un champ lointain, mais pour une durée inférieure à 30 minutes, puisqu'on ne parle que de champ lointain supérieur à 30 minutes pour être dans les précautions plus élevées. Il n'y a pas le critère champ lointain inférieur à 30 minutes. Oui, alors, champ lointain inférieur à 30 minutes, je suis en train en même temps de revoir, la matrice. Alors, donc, je pense que c'est des choses qui sont certainement oui, à déterminer. Alors ça, c'est peut-être un manque et quelque chose à poser dans la foire aux questions, hein, parce que je pense qu'il y a, voilà, en croisant, on peut très bien croiser l'ensemble des choses et certainement on retrouvera des oublis qu'on a pu faire. Moi, je pense que là, ça va finalement dépendre pas mal du germe, c'est-à-dire un soignant en champ lointain pour une durée plutôt courte, euh, on aurait plutôt tendance à se mettre dans une matrice, d'exposition qui est quand même plus faible ou modérée en fonction du type de pathogène. Après, peut-être à moduler quand même en fonction de la réalisation ou non de PGA. Je pense qu'il faut
voilà, finalement, il faut réagir un petit peu de cette Le, façon-là. le champ lointain n'intervient de toute façon que en cas de ventilation non conforme. Oui, 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 parce que moi, à mon sens, finalement, si on est dans un champ lointain, pendant une durée courte, on se reporte quand même à l'exposition faible, finalement. Si la ventilation est bonne, le risque est négligeable. Mm. OK. Ensuite, oups, j'arrive pas à descendre la liste. Ça y est. Est-ce que les professionnels des labos privés qui font les prélèvements en établissement vont être formés? En effet, faire une prise de sang à un patient en cours d'aérosol, ils devront mettre un FFP2. Ce n'est pas vraiment une habitude. Vraiment pas une habitude, pardon. Alors, bah, mais c'est là, enfin, je pense que c'est vrai que c'est vraiment pas une habitude. Mais moi, je pense, enfin, il me semble que pendant la crise Covid, si on veut que cette crise Covid nous ait appris des choses et qu'on reste pas finalement sur des dogmes qui n'ont pas forcément marché pendant la crise Covid, où on a vu un débat qui s'est cristallisé autour de quelque chose et où finalement les personnes ont eu du mal à comprendre que c'était pas tout blanc ou tout noir, qu'on pouvait avoir une transmission en même temps de courte portée, une transmission de longue portée pour un même germe. À partir de là, ben, finalement, nous, ce qu'on a essayé, c'est de mieux représenter la réalité d'une façon la moins compliquée possible, mais finalement d'essayer de mieux représenter en simplifiant un petit peu moins, mais en utilisant justement plutôt une stratégie et des méthodes de gestion des risques. Je pense qu'il faut que les gens aient compris ça. Et que finalement, ben, ça fera un petit peu évoluer les pratiques. Je pense quand même que même avant Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si c'était le cas dans vos établissements, mais nous, pour les précautions gouttelettes, en cas de geste à risque d'aérosol, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au courant qu'il fallait porter des APR FFP2. D'ailleurs, on l'a rajouté sur nos affiches à un moment donné. C'est vrai que déjà là, on avait fait un petit peu évoluer les choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore voilà, des choses à structurer et qu'il faut essayer d'acquérir un peu cette vision gestion des risques. Après, on évoque dans une des questions, dans un service de pneumo ou SMR avec une ventilation comme les autres services, il y a plus souvent des clusters et les patients ne supportent pas le masque ni des portes fermées. Ils ont parfois des VNI, des aérosols, c'est dur à gérer tout ça. Bah, c'est sûr qu'on va avoir on a des situations dures à gérer. Mais le guide est aussi là pour ça, c'est-à-dire pour essayer de débloquer ces situations. Si je prends encore une fois, pour exemple, notre établissement, on a quand même un service de BPCO sévère asthmatique où c'est que des chambres doubles. En fait, l'ineptie, elle est là au départ, hein, et je pense que le travail, il est aussi de faire comprendre aux directions, etc., qu'à un moment donné, on est face à une ineptie. Alors, cette ineptie-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, pas grand-chose, malheureusement. Mais au moins, c'est de dire, ben, enfin, d'expliquer, d'être pédagogue pour dire qu'au moins, là, ça va être une qualité de ventilation strictement nécessaire. Et puis après, ben, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'embêtement, ce serait de dire, ben, peut-être que là, il faudrait rajouter des appareils mobiles de traitement d'air, voilà, parce que finalement, on est complètement en dehors de recommandations, et c'est essayer par ces leviers-là finalement de tendre vers quelque chose qui serait un petit peu de l'ordre de l'idéal, hein, vers lequel on n'ira pas tout de suite, voilà, et qui va nous prendre certainement plusieurs années, mais je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là. Cédric, au fur et à mesure qu'on répond aux questions, la liste s'allonge et je pense qu'elle est infinie. Une question rapide, là, masque type 2 ou 2R, FFP2, FFP2R, c'est-à-dire imperméable, enfin plus résistant aux projections. Moi, il me semble que là, ça rejoint les précautions standards à ce moment-là, hein, mais Oui, exactement, hein. Ça rejoint les précautions standards. Oui. ok.
Concernant les durées d'application de ces précautions, qu'en est-il? Il y a un tableau qui précise la durée de contagiosité, donc la durée d'application des mesures, si c'est ça qui est demandé. Oui, c'est ça qui est demandé. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vraiment la durée d'application pour chaque procédure est réellement marquée, si on a été jusque-là Par dans les germe. recommandations. Je ne l'ai plus en tête comme ça par germe. Il me semble qu'on précise les durées de contagiosité pour le germe. Il y a un tableau, il n'est pas dans les recos, il est dans les explicatifs. Mm, Je n'ai pas la Bon. page exacte sous les yeux, mais c'est quand vous avez pris germe par germe? Oui. Après, c'est vrai que je pense aussi que voilà, c'est différent pour chaque pathogène. Je ne sais pas si le but du guide, c'est vraiment pour dire la durée d'application pour chaque pathogène. Donc ça, il faut revoir ce qui avait été dit. Est-ce que, auquel cas, si ce n'est pas noté, est-ce que ça vaut le coup voilà, de poser à la fois aux questions pour que ça puisse être précisé? Pourquoi pas? Page 118. Voilà. Page Et 118. sinon, il y a pour la tuberculose, si, ça fait bien précisé, mais Oui, voilà, oui, c'est vrai. Donc c'est bien noté effectivement dans le tableau, page 118, 119. Effectivement. voilà. Il y avait des précautions. Voilà, je savais qu'il y avait un tableau, effectivement. Merci. Merci de nous l'avoir précisé. Donc, j'en étais au masque. Merci vraiment. Combien de temps après la fin de l'aérosol? Bon, un certain temps. Donc, les aérosols nous rendent assez perplexes. Il est indiqué, page 118, que les patients résidents asymptomatiques Covid doivent être mis en isolement 10 à 14 jours. Or, depuis plusieurs mois, on nous encourage à ne dépister et faire dépister que les patients résidents symptomatiques. Comment mettre de la cohérence entre ces deux recommandations? Merci. Alors, moi je pense que pour Covid-19, il faut savoir que au moment où la rédaction du guide a eu lieu, on était toujours sur les recommandations précédentes. Ces recommandations, on sait que pour Covid et la durée de précaution, elle n'est toujours pas totalement fixée. Pour le moment, c'était resté comme ça, mais sur quand même beaucoup d'arguments empiriques, et que ça, c'est des choses qui vont être amenées à évoluer en fonction de l'avancée des connaissances scientifiques. Nous, je sais qu'aux Hospices civils de Lyon, on commence à faire évoluer ça pour avoir des durées d'isolement plus courtes. Ça, je pense que ce sera notamment le travail de la SF2H aussi de pouvoir œuvrer pour modifier ça. Alors, on va peut-être justement faire un errata pour le SARS-CoV-2, mais c'est vrai que c'est une question importante. Le patient, alors là, je ne sais pas si c'est des réponses aux questions, parce que ça tourne en mode conversation entre participants. On parlait dans ces cas-là de limiter au strict nécessaire les sorties de chambre et quelqu'un demande quel masque doit-il porter le patient lorsqu'il sort de sa chambre. Ça, je crois que c'est clairement dit à chaque fois dans les tableaux, hein, en fonction des colloques. Soit masque à usage médical, soit FFP2 dans certains cas. Limiter au strict nécessaire les sorties de chambre, sentiment d'un retour en arrière, on revient vers de l'isolement. Il me semble que quand on était en précaution gouttelette ou air, on était déjà beaucoup à essayer de limiter les visites et les sorties. Mais après c'est toujours la même chose. Je pense que au départ, il vaut mieux être pédagogue plutôt que d'interdire. C'est-à-dire que nous, ou au moins on a des exemples de patients tuberculeux bacillifères, qui sortiront de leur chambre sans porter aucun masque, etc. Donc, en ces cas-là, on peut tendre vers. Après, je pense qu'il faut, en fonction de l'état cognitif du patient, du respect qu'il peut avoir, de la compréhension aussi des choses, être tout le temps dans une situation singulière et pouvoir aussi dire ça aux soignants, de dire, ben, écoutez, en fonction du niveau de compréhension du patient ou de ça, c'est un petit peu aussi, la situation est adaptée
en fonction de ça. Et là encore, il ne faut pas tout prendre complètement au pied de la lettre. Ensuite, un commentaire sur les notions d'élimination des déchets de circulage concernant les précautions respiratoires. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, Puisque- non, il n'y a pas. Il n'y a pas de réévaluation à ce niveau-là. OK. Non, on n'a pas Ensuite, identifié de réévaluation nécessaire. il y a le guide d'Astri qui va sortir bientôt. Donc en plus. Mhm. Hervé Blanchard, que je salue, d'Île-de-France, qui nous passe un lien sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Et ça concerne bien entendu les EHPAD. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau des ESMS pour revoir la qualité de l'air intérieur. Et donc, il faudra coupler ça à la cartographie de la ventilation pour nos matrices. Formation organisée auprès des agents de services techniques également. Les ARS ont normalement en charge le suivi du dossier. J'avance. Disposition entre en vigueur. Bon, après, c'est la réglementation sur l'air intérieur dans les établissements de santé médico-sociaux. Alors, dans le tableau des pathogènes, il y a 3 catégories, A, B, C, puis une dernière REB, mais qui n'est pas reprise dans les matrices. Forcément, puisque les matrices ne concernent que les ABC. REB, on a dit que c'était selon chaque nouveau pathogène émergent, il y aura des recommandations décidées par le chorus. C'est bien ça, Cédric? Oui, c'est bien ça. REB, ça suit une logique différente hein, avec les groupes Chorus, Coreb au niveau national, hein, auquel d'ailleurs la SF2H participe. Et là, il y a des fiches qui sont particulières. Donc, on n'a pas mis ça dans le champ du guide. Notamment une dernière alerte, enfin une alerte récente qui était sur le monkeypox et où on ne savait pas s'il était air, gouttelette, contact. Enfin, et donc, il reste dans les REB, ces micro-organismes-là. Ensuite, page 27 du guide, R28, on est précis. Il est recommandé de la prise en charge d'un patient résident présentant une infection à SARM de mettre en place les précautions respiratoires simples. SARM est considéré, ah oui, comme un pathogène de catégorie A. En fait, oui, c'est ça, mais il n'est pas dans la liste puisqu'il fait partie des... On n'évoquait pas la résistance des germes, à part pour la tuberculose, dans les catégories ABC. Voilà, donc c'est juste un commentaire. J'avance. Je ne sais pas si on arrivera à finir. En tout cas, on aura une bonne demi-heure de retard. Bonjour, avez-vous des recours sur le port des lunettes de protection? Ah oui, ça c'est un point qu'on n'a pas bien abordé. Alors, Lors des précautions respiratoires. Alors, les lunettes de protection, autant vous dire qu'on a fait la bibliographie, c'est absolument impossible de dire sur des bases scientifiques l'apport réellement des lunettes de protection dans le gain contre le risque d'infection. Donc, les lunettes de protection, on a voulu vraiment les repositionner dans le cadre des précautions standards d'hygiène, qui fait quand même le socle qui va permettre de limiter vraiment une bonne partie des transmissions normales. Et donc, les lunettes de protection, on les repose dans le cadre des gestes à risque de projection sur les muqueuses. Et voilà, donc dès lors qu'il y a un risque de projection, finalement, les lunettes de protection ont un rôle. Alors, je crois qu'il y a un petit paragraphe là-dessus qui reprend cet argumentaire. Okay. Donc, dans la colonne reco simple, dans la ligne sortie, on nous demande quelque chose de très précis. Qu'est-ce qu'on entend par sortie encadrée, concrètement? Alors, dans encadré. Sortie Alors, du oui, patient encadré, oui. alors peut-être que le mot est pas très bien choisi. Hein. Ça, pour moi, c'est pas encadré, c'est finalement qu'on doit définir la politique de sortie du patient, quelles mesures on met en œuvre quand les patients et les soignants, enfin pas les soignants, les visiteurs atteints de telle ou telle pathologie respiratoire vont sortir. Il faut que la stratégie, entre guillemets, soit bien actée et claire au niveau du service, et qu'au niveau du service, il y ait
une stratégie de sensibilisation du patient et des visiteurs. Moi, je l'entends plutôt comme ça, le mot encadré et d'être vigilant justement à ce que les gens aient bien compris et puissent bien appliquer. Avec une hygiène de main avant de sortir de la chambre. Voilà. Au minimum. Quelqu'un demande de revenir sur les nuances entre PCR renforcé et maximal. Sachant qu'effectivement, dans les maximales, il y a des conditions de ventilation qui sont assez extrêmes et pas dans tous les établissements. Oui, alors maximal, en fait, c'est surtout, enfin, moi, à mon sens, quand on regarde la matrice avec les niveaux de risque, hein, celle qui est sur la page 22, on va dire qu'on va être encore plus voilà, contraignant en termes de niveau de ventilation, avec surtout finalement l'installation d'appareils palliatifs hein, finalement pour vraiment essayer d'atteindre des niveaux bons. Alors en fait, en pratique, si on veut un exemple, dans quel contexte on peut être dans cette situation, bah, on prend l'exemple d'une tuberculose bacillifère dans une unité qui serait très mal ventilée. Bah, concrètement, on ne serait pas serein. Hein, c'est-à-dire que là, on pourrait se dire qu'il faut réellement soit une chambre à pression négative, soit finalement un appareil de traitement d'air qui va permettre d'améliorer la ventilation, soit changer le patient de service en fonction. Je pense qu'en termes de gestion des risques, il faut le percevoir un peu comme ça. Alors, dans la matrice, il est marqué contact direct, c'est-à-dire face à face, monomètre, sans masque par le patient. Mais si une des conditions n'est pas remplie, par exemple, le patient porte un masque, alors il n'y a pas de précaution respiratoire. Eh bien oui. Alors, en gros, la question est, il y a un étonnement d'un participant en disant pour un contact direct, c'est-à-dire en face à face, monomètre, sans masque par le patient. Si une des trois conditions est remplie, finalement, c'est-à-dire on est plus d'un mètre où le patient a un masque, ben voilà, où on n'est pas en face à face, eh bien, finalement, il n'y a pas de précaution respirée dans ces conditions-là. Il faut vraiment avoir les trois pour considérer qu'il y a un contact. Face à face, moins d'un mètre et sans masque pour le patient. Donc, si une des trois conditions n'est pas remplie, c'est-à-dire soit on est à plus d'un mètre, soit le patient a un masque, soit on n'est pas en face à face, à ce moment-là, il n'y a pas de précaution respiratoire. Si les trois conditions sont remplies en même temps, du coup. Puisqu'un contact direct nécessite les trois conditions, le face-à-face, le moins d'un mètre et absence de masque, s'il y a une des trois conditions qui est absente, à ce moment-là, on considère qu'il y a... Alors, je ne suis pas sûr que... là, c'est plutôt, je pense, une question de compréhension de la matrice, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt comment on définit l'exposition faible. L'exposition faible, elle est définie si le résident ou le patient porte un masque. Elle est également définie si le contact est direct et de courte durée. C'est-à-dire que si le patient, le résident, ne porte pas de masque, à mon sens, on va être en contact direct, c'est-à-dire en face à face de moins d'un mètre sans port de masque par le résident. Et donc là, on va être en contact modéré. Alors effectivement, il y a le contact direct. S'il y a un contact direct de courte durée inférieure à 15 minutes, on est en exposition faible. Donc je pense que ça doit couvrir l'ensemble des situations. En présence de patients avec des troubles cognitifs où le port de masque n'est pas possible, est-ce que les soignants doivent mettre des FFP2? Alors, effectivement, ça c'est un des gros problèmes. Hein. En présence de patients avec des troubles cognitifs, ben, effectivement, le patient va moins fréquemment porter un masque et donc du coup, on va plus fréquemment se retrouver en exposition modérée. Donc finalement, ça augmente déjà un petit peu le niveau d'exposition, hein, le fait d'avoir des patients déments déambulants. Après, j'ai envie de dire, tout ça, ça va aussi s'inscrire dans une stratégie d'équipe et d'unité.
entre guillemets, voilà, si on est dans un service de gériatrie avec patients déments déambulants, bah déjà, si jamais il y a un cluster qui va se développer à ce moment-là, on pourra peut-être dégainer, entre guillemets, des FFP2 pour contrer le cluster en fonction aussi des habitudes des soignants. Est-ce qu'ils sont bien formés au FFP2? Est-ce que les FFP2 sont bien utilisés? Voilà. Et puis après, il faut aussi pas oublier, alors c'est peut-être pas explicitement marqué dans des recommandations, et ça c'est un débat qu'on a beaucoup eu avec l'INRS, c'est aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent aussi préférer porter une protection supérieure par rapport à ce qui est préconisé, et aussi on ne peut pas totalement dire, voilà, nous, c'est des propositions. Après, si quelqu'un veut porter un FFP2 malgré tout, parce que il veut une protection supérieure pour une représentation, pour une croyance aussi, des fois parfois, parce qu'il est immunodéprimé, on doit mettre à disposition aussi quand même ce type de masque. Donc je pense qu'il faut vraiment que ce soit bien réfléchi, en concertation avec cadre, médecins, etc., en fonction de l'habitude qu'on peut avoir dans ce service. Est-ce qu'on a souvent des clusters, pas souvent des clusters, etc. Et puis après, en fonction du geste qui va être réalisé. Un dernier cas concret, je fais la toilette à un patient Covid sans oxygène. Les lunettes de protection sont-elles indiquées? Et quelqu'un a tenté une réponse dans la liste en mettant précaution standard, en fait, port de lunettes si exposition. Par exemple, si le patient tousse, et puis sinon, pas besoin de lunettes, quoi. Hein. Ouais, On l'a évoqué ça déjà. Ouais. OK. J'aurais pas de meilleure réponse, effectivement. Et une question sur l'argumentaire scientifique. Comment se fait-il qu'il y a plus de risques pour une intubation alors que le patient est calme et endormi que pour une extubation où parfois le patient est bien agité? Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que moi, j'ai pas été dans la revue de littérature là-dessus. Après, la revue de littérature, pour le coup, sur les procédures générantes des aérosols a été faite voilà, sur la base des articles publiés et des recommandations. Alors, une proposition, c'était que Dans la littérature, donc je présume que c'est ce que montrent les éléments. Après, j'ai pas de justification, effectivement. Le temps d'exposition a été évoqué par un autre participant. Voilà. On vient enfin d'écluser la liste On va vite s'arrêter avant qu'il y ait d'autres questions qui se posent. Peut-être une dernière qu'on avait évoquée, Cédric, au téléphone, qui, je pense, c'est une question qui nous sera souvent posée. Les recommandations de 2023 de la SF2H disaient qu'il fallait mettre en précaution standard, finalement, c'est-à-dire en période épidémique faible, à risque faible, un FFP2 pour tous les actes générant des aérosols, les procédures générant des aérosols. Là, finalement, on a deux niveaux de procédures, risque modéré ou risque élevé. Donc, on considère que cette reco de 2023 est remplacée par les nouvelles reco actuelles. Oui, alors bon, ça pourrait être à confirmer, mais à confirmer par la SF2H, mais à mon sens, oui, puisque c'était une recommandation qui avait été faite quand même dans le cadre de la crise sanitaire. À mon sens, celles-là viennent un petit peu finalement plus ou moins les abroger, au moins sur ce. Voilà, mais peut-être que ça peut être une question à poser dans la foire aux questions également. Ok. Et là, je crois qu'on va arrêter les questions puisqu'il est 15h30, même 31, et on a déjà abusé de ton temps, Cédric. En tout cas, merci infiniment de t'être prêté comme ça à ce feu nourri de questions et de nous avoir présenté d'une manière très très claire les recommandations de la SF2H. Je crois qu'on n'en a pas fini avec cette aventure, elle ne fait que commencer. La SF2H donc, va proposer une foire aux questions où il n'y aura pas chaque question envoyée par mail de votre part ne va pas avoir une réponse immédiate, mais on va grouper les types de questions pour pouvoir faire des réponses comme ça un peu groupées.
Alors, je ne sais pas à quelle fréquence la fac sera actualisée, mais il y aura des réponses. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions au CEPIAS sur notre boîte mail et on les regroupera, on fera remonter ça à la SF2H également. Et puis, sachez aussi que pour mieux s'approprier ces recommandations et pouvoir les mettre en œuvre sur un plan opérationnel, les CEPIAS ont décidé de s'unir avec la SF2H aussi pour proposer des outils, par exemple un carnet sanitaire R un petit peu type ou bien des démarches concrètes hein, pour les établissements, notamment les plus démunis, ou dans le secteur du médico-social ou handicap, là où il n'y a pas forcément de MH. Enfin bon, on va vous proposer des outils, et des fameux goodies, des affiches, des logos. Ça vient, mais il va falloir un petit peu de temps pour produire. En tout cas, vos idées seront les bienvenues aussi en termes de besoins, hein, d'attente, pour qu'on puisse fabriquer ces produits dérivés et ces outils concrets. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et merci infiniment, Cédric, d'avoir avec moi organisé ce webinaire pour dégrossir ces recommandations. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Puis encore une fois, merci beaucoup CEPIAS pour l'invitation. Bonne journée à Voilà. tous. Et il y aura des webinaires organisés par les autres CEPIAS également. Et n'hésitez pas en rattrapage ou à poser vos questions comme ça dans les autres webinaires. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Si je lui ai envoyé